Bonjour et bienvenue dans cette émission, les thermomètres de la RDC, les tout premiers numéros de la semaine. Pour l'instant, 3 personnes autour de la table avec qui nous allons démarrer la journée. Je vous présente sur ces plateaux notre estimé habitué de ces plateaux, Marius Mbalama, qui est proche du professeur Denis Mukwege, le prix Nobel. Cher estimé, bonjour. Estimé Baro Bachala, merci beaucoup encore une fois de plus pour la confiance, pour l'invitation aussi. À mes conviés, qui c'est beau plateau de thermomètre, en train de profiter ensemble sur la marche du pays, parler de l'évolution de notre pays, ainsi que les problèmes que nous avons, réfléchir en tant que scientifique, en tant que congolais. Ce n'est pas à dire que nous sommes plus intelligents par rapport à ce que nous sommes un peu nous. Tout à fait. Non, c'est juste apporter notre petite pierre à l'édifice, en fait de construire la paix surtout. Et de donner encore, de redonner encore le blason de la justice qui est le cas pour nous. Permettez-moi de cette même occasion de saluer les spectateurs qui sont un peu comme nous en ce moment, en ligne et devant leurs états, mais également aux débatteurs avec qui nous allons partager ce moment qui estime sera un moment intéressant. Très bien. En face de vous, je vous présente Ghislain Pamongo, qui est analyste politique. Et il nous a répondu pour la première fois. Cher estimé, bonjour, soyez les bienvenus. Bonjour, cher baron. Alors, je profite également de votre micro. Hein. Je profite également de l'occasion pour saluer les téléspectateurs qui nous suivent de partout, particulièrement à mes confrères de l'Est qui sont victimes d'atrocités depuis belle lurette et victimes également d'un système défaillant. Merci beaucoup. À vos côtés, je vous présente Joël Nomba, qui est analyste politique, habitué aussi de ce plateau. Cher estimé, bonjour et soyez les bienvenus. Merci beaucoup, cher Cédric. Le plaisir est pour moi de rentrer sur le plateau de APIC Télévision, un cadre qui nous offre l'espace pour réfléchir au public et pourquoi pas aussi dire ce qui ne va pas dans la société. Également, je salue tous les compatriotes qui sont dans la partie occupée par l'ennemi, également la FCM 23 avec leurs copains du Rwanda. Et je leur dis que nous sommes de cœur avec eux. Également aussi à tous ces Kinois qui vivent dans l'insécurité. Chaque jour, on fait que tuer, fusiller le cambiste. Également aussi les motocyclistes qui perdent 2 motos chaque jour. Et aussi des taximens qui roulent des catch, comme une map les catch, les IST, qui perdent aussi leur véhicule parce que la sécurité n'est pas au rendez-vous. Nous voyons la légèreté au sein de la police, au niveau des recrutements, au niveau même d'insertion de personnes au sein de la police. Il y a une légèreté qui ne dit pas son nom. Et donc, nous sommes ici pour justement décourager ces mauvaises habitudes qui rongent de plus en plus leur public. Merci beaucoup. Dans cette même lancée, je lance l'alerte, c'est par rapport à la rentrée scolaire. Aujourd'hui, c'était un calvaire justement pour rejoindre la ville. Vous allez sentir que à Limité, par exemple, quartier 1 et les autres communes également, vous allez voir qu'il y a des embouteillages monstres. Et il n'y a pas, on ne remarque pas vraiment la présence des agents de l'ordre, la police, tout comme la police des circulations routières. Et c'est cette alerte que nous lançons justement au commandant de la ville de Kinshasa, le général Israël Kantou, qui a le commande justement d'assurer la sécurité ou bien la mobilité justement des Kinoises et Kinois. Alors, je l'ai dit tantôt, les thèmes qui nous animent dans cette émission, Kamere et Sama visé, on se pose la question s'il s'agit bel et bien d'émotions nourricières. On s'est habitué à la pratique parce que on a toujours senti qu'à un certain moment, il faut utiliser des motions pour se faire des fois de l'argent. Est-ce que cette initiative parlementaire s'inscrit-elle dans la logique justement de remettre les bateaux, peut-être le bateau parlementaire sur la bonne voie, ou bien il s'agit bel et bien d'une motion initiée, ou bien des motions initiées pour se faire de l'argent, comme c'est la pratique décriée il y a longtemps. Mais avant d'y arriver, on parle d'abord de l'état de droit en RDC. La grande question qu'on se pose, c'est que, est-ce que, quand on regarde la détermination du président de la République pour instaurer l'état de droit, depuis son accession à la tête de la République, est-ce que la lecture de tout un chacun ici pourrait nous rassurer justement que l'évolution du pilier de justice avance-t-il correctement? Marius Mbalama, vous avez la parole. Non, moi je ne vois pas les choses dans ce thème-là. Le pilier justice, c'est un pilier majeur pour la construction de la démocratie, de la paix et du développement d'un pays.
Mais quant à ce qui concerne notre justice, il y a encore un long chemin à parcourir. Parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu pour que cette justice-là soit totalement indépendante. La justice, notre justice est gangrénée d'abord par la corruption. Ouais. Et au-delà de la corruption, cette justice-là reste dépendante du politique. Or, nous savons qu'il y a un principe, celui de séparation du pouvoir. Tant que la justice ne sera pas totalement indépendante, ce pilier-là, n'est-ce pas, aura toujours des soucis à jouir de sa liberté totale et jouer son rôle comme acteur du développement, acteur dans la consolidation de la paix et de la démocratie dans notre pays. Quand vous prenez les conditions dans lesquelles cette justice-là est exercée, les acteurs commis à la justice, vous regardez leurs conditions de vie, leur niveau de vie, la qualité même de la formation, ça laisse à désirer. Et ce sont ces éléments-là qui ne facilitent pas à améliorer la qualité de la justice. Ouais. Et il y a eu, à plusieurs reprises, il y a eu des états généraux de la justice qui ont été organisés. En 2015, sous monsieur, celui qui était président de l'Assemblée du Sénat, Tambwe Mamba. Et après Tambwe Mamba, il y a le ministre, celui qui est en prison maintenant, celui qui est arrêté, qui est Costa Mutamba, a organisé aussi les états généraux. Et c'est presque les mêmes résolutions de l'époque sous Tambwe Mamba qui ont été reprises. Mais aucun de ces réformes-là n'ont été mises en œuvre. On parle de moins de 2% de ces résolutions qu'il a. Et pourtant, il y avait plus de 350 résolutions prises pour améliorer, n'est-ce pas, la qualité de la justice. Il y a aussi un autre problème, l'accès à la justice. Parce qu'on ne peut pas parler de la justice, une justice est améliorée, si la population n'a pas accès à la justice. Est-ce que nous tous les Congolais, partout là où ils se retrouvent, en RDC, a-t-il accès à la justice et à une justice équitable? Mais pour les uns, depuis l'avènement de Constant Mutamba, pour son temps qu'il a fait, il semblerait que c'était une justice équitable, on peut le dire. La justice n'était pas équitable. Au contraire, Mutamba, ce qu'il a fait, il a haussé le prix des frais de justice. Et quand déjà, avec le prix qui existait, c'était déjà difficile aux Congolais, parce que les Congolais n'ont pas de revenus qui peuvent le permettre à avoir accès facilement à la justice, à payer les avocats, à payer le frais de justice et tout. Les Congolais n'ont pas ces moyens-là. Mais Mutamba avait augmenté ce frais-là. Du coup, ça a encore éloigné la population de la justice. Je vais vous donner un exemple de ce que le Dr Denis Mukwege fait pour améliorer la justice, pour permettre l'accès de la population à la justice. Okay. Dr Denis Mukwege, dans la partie Est, il a construit des cliniques juridiques partout, ce qui facilite la population à être en contact permanent avec la justice et avoir accès à la justice. Ça fait que si vous avez un problème avec la justice et que vous n'avez pas le moyen, vous allez, n'est-ce pas, aux cliniques judiciaires mises en place par Dr Denis Mukwege. Là, on vous confie des avocats qui traitent vos dossiers et vous accompagnent, n'est-ce pas, à la justice. C'est la gratuité. Initiative du docteur Denis Mukwege. Okay. Au-delà de ça, il a organisé, comment on appelle ça, des audiences foraines. Vous savez, par moment, notre pays, c'est un grand pays. Là où se trouvent les cours de tribunaux et là où se trouve la population, par moment, il y a une grande distance. Tout à fait. Et Mukwege organise des audiences foraines. On déplace tout un tribunal vers la population. Mutamba l'a fait. Non, il l'a fait à Kinshasa. J'ai dit par rapport au village, par rapport à des zones de conflit, par rapport à des populations qui n'ont pas le moyen. Oui. Ouais. Ça, nous avons vu juste, c'était pour des questions de consommation des consommations politiciennes. Mais en réalité, c'est l'une de ces initiatives, justement. En réalité, mais je vous dis que Dr Denis Mukwege fait ça depuis des années. Mais on ne fait pas de bruit par rapport à ça. Okay. Parce que c'est un des droits fondamentaux. Et donc, moi, je dirais, à ce qui concerne la justice, oui, il y a encore un long chemin à parcourir pour élever notre justice. Parce qu'on a toujours dit, même la Bible le dit, que la justice élève une nation. Si on veut élever la nation, il faut miser beaucoup plus aussi dans la justice. Merci beaucoup, cher estimé Marius Moubalama. Je donne la parole à Ghislain. Corruption, dépendance de la justice, ces mots ont été évoqués tout à l'heure par Marius Moubalama. Peut-être que vous pouvez nous dire le contraire. Est-ce que, du point de vue état des droits, la justice congolaise avance-t-elle normalement?
Alors, sur la question, il faudrait dire que j'ai un point de vue qui est contraire par rapport aux confrères, en disant que, à ce jour, par exemple, l'accession de Moutamba, il a instauré un système de bancarisation dans le secteur judiciaire. Les frais de justice. Ce qui fait que les frais de justice sont directement versés dans le caisse de l'État. Aujourd'hui, si nous voulons lutter contre la corruption, il faudrait également saluer des initiatives qui sont louables. C'est comme ça qu'à son avènement au ministère de la Justice, il a fait à ce que l'argent généralement que le contribuable, la pauvre population donnait aux magistrats, aille directement dans les caisses de l'État. Et c'est là contribuer aux recettes également de l'État. Alors, il faut dire que l'État de droit, mon point de vue, que c'est cet État dans lequel tout le monde est soumis à l'autorité de la loi. Nous sommes tous égaux devant la loi. C'est comme ça qu'il est des principes constitutionnels que la justice en réalité est gratuite. C'est juste que les frais de justice ou le fonctionnement de la justice est à un moment donné lié aux frais de justice qui sont fixés par un barème. Alors dire que à ce jour la population n'a pas assez de fonds pour avoir accès à cette justice-là, et en même temps soutenir le fait que à ce jour l'on doit la population doit directement passer par le magistrat pour le fonctionnement de la justice est contraire en même temps. C'est dire que le système de bancarisation actuellement fait à ce que le système judiciaire ait encore plus de recettes. Mais sur la question des états généraux de la justice, on sait tous, ça se dit, la justice est malade. Alors il fallait diagnostiquer réellement de quelle maladie souffre réellement la justice congolaise. Si est-ce un problème de corruption, là, on doit s'y attarder. C'est comme ça que vous verrez, alors moi je qualifie le procès Moutamba d'un procès d'acharnement politique, parce que vous comprendrez que le procureur ou le PG, près la Cour de cassation, avant de mener son instruction contre le ministre de la Justice, était déjà interpellé pour l'acquisition d'un immeuble en Belgique. Ce qui fait que moi j'estime que les présidents de la République, étant le garant des institutions de la République, pouvaient s'immiscer dans cette affaire. Déjà, les conflits étaient internes entre les PG, les procureurs généraux après la Cour de cassation et les ministres de la Justice. Comment doit-il s'immiscer dans cette affaire alors qu'on parle de l'indépendance justement de la justice congolaise? Certes, il faut que le pouvoir ait le pouvoir. Le pouvoir judiciaire est un pouvoir qui est indépendant. Mais il ne faut pas confondre l'indépendance du pouvoir judiciaire au fait que les présidents de la République soient le garant de bon fonctionnement des institutions. C'est comme ça que d'ailleurs aujourd'hui, si je ne me trompe, il a convoqué une réunion interministérielle. Oui, dire que lui, interinstitutionnelle plutôt, lui étant les symboles de l'unité nationale, les garants des institutions, les garants de bon fonctionnement du pouvoir public, mais également de l'intégrité du territoire, peut, dans ce genre de cas, essayer de savoir réellement qu'est-ce qui rongeait. Aujourd'hui, par exemple, avec l'insécurité à l'Est, il y a des défis énormes liés à la sécurité. Et perdre assez de temps et d'investissement pour un procès, pour un jeune qui, par ses initiatives, essayait de faire bouger les lignes, moi j'estime que il n'y avait pas opportunité à cet instant-là. Et d'ailleurs, aujourd'hui, pourquoi je fais encore... Il y avait l'effet des détournements qui étaient relevés. Vous savez, avec notre justice, il y a vraiment un long chemin à faire. Par exemple, lorsque vous lisez l'arrêt, l'arrêt rendu par la Cour de cassation, vous verrez qu'on dit qu'on condamne M. Moutamba à une peine de travaux forcés sans libération conditionnelle. Alors, on se pose la question. Le code pénal congolais, énumérant les infractions, certainement énumère l'infraction de travaux forcés, mais laisse son application par ordonnance ou les modalités de son application par ordonnance du chef de l'État. Maintenant, le fait de condamner quelqu'un à une peine de travaux forcés à ce jour, sans application pratique de cette peine-là, vous savez déjà que au niveau de la justice, il y a tellement de mots à devoir résoudre. Et donc, moi, j'estime que, et même sur la question de détournement, c'était un problème des passations des marchés publics. Ça pourrait se limiter administrativement. Si la procédure était irrégulière, on pouvait régulariser la procédure simplement. Okay. Et donc, on ne pouvait pas aller au pénal. Et même au pénal, à ce jour, il y a un grand débat qui se pose, et un grand débat qui se discute en droit sur l'application de la peine des travaux forcés. Moutamba ira-t-il en prison
Moutamba restera-t-il chez lui? Parce que les raisonnements du droit pénal est assis essentiellement sur la stricte interprétation de la légalité des délais des peines. Nous, nous la pointe à signe légué. Donc, pas de peine sans loi, pas d'exécution de peine sans loi. Aujourd'hui, où serait Moutamba? Et donc, on estime que la justice, il y a du long chemin à faire, et Moutamba a essayé de faire du mieux qu'il pouvait. Il a été victime d'un acharnement. Très bien, cher estimé Jocelyn. Jeune homme, vous avez la parole sur cette même question. Nous savons tous que Moutamba a mis en place autant de réformes. Aujourd'hui, cher estimé Jocelyn a évoqué les cas justement des frais de justice. Il y en a plusieurs. Il y a même des audiences foraines. Il y a beaucoup de choses. Mais peut-être que plusieurs ne voient pas que non, le jeune Moutamba s'inscrivait justement dans la logique d'aider le président de la République à atteindre son objectif d'appliquer justement son projet d'avoir un état des droits effectif sur l'étendue du territoire national. Merci beaucoup, cher Cédric. Ici, nous savons tous que le président Félix, dès son accession au pouvoir, il lutte et il veut voir un état de droit où tout le monde sera mis dans ses droits, où tout le monde verra ses droits être respectés. Et donc, en pensant à cela, le chef de l'État, dans sa casquette de magistrat suprême et au nom de son pouvoir discrétionnaire, avait décidé de nommer Maître Constant Moutamba comme ministre de la Justice, afin de lui faire courte échelle, afin de mettre en application sa vision. La vision du chef de l'État, c'est remettre les Congolais dans leurs droits. Mettre les Congolais à l'aise dans leur pays. Mais le mal, c'est qu'il y a de ces personnes qui veulent faire souffrir l'état des droits de la polycentricité de la non-homogénèse. Ça veut dire les gens qui ne veulent pas à ce que les autres Congolais puissent jurer vraiment de leurs droits. Je prends un exemple pratique. Lorsque le ministre Moutamba arrive aux fonctions, il demande à ce que toutes les personnes qui se retrouvent dans le cas de parcelles ravies, qui ont les documents, qui n'arrivent pas à jouir pleinement de leurs droits, de leurs droits de jouissance sur leurs biens, puissent amener le document et ils seront rétablis dans leurs droits. Il y a eu plus de 1000 personnes sur ce brique. Et dans plusieurs cas, il y a eu, vous allez voir qu'il y a un magistrat avec un politicien qui ont orchestré quelque chose et puis par après, ils ont revu le droit de jouissance à un Congolais et le long des garpilles sans qu'il y ait une décision de justice. Et vous allez voir encore qu'il y a un magistrat qui a pesé sur son poids d'être magistrat, il a dégarpillé un Congolais, et ces Congolais-là n'avaient aucune personne, n'avaient où partir. Alors, l'arrivée de Moutamba au pouvoir, Moutamba met en place la vision du chef de l'État et dit que le Congolais, chaque Congolais doit jouir en tout cas de ses biens. Et a commencé à rétablir graduellement toutes ces personnes dans leurs droits. Et qu'est-ce qui arrive? Parce qu'au Congo, nous sommes dans un pays qui est comme un réseau. Un réseau qui demande à ce que vous soyez d'abord soit mafieux, un voleur, pour que vous puissiez résister, ou encore, si vous ne voulez pas, il faut démissionner. C'est ce qui est avec Moutamba. Moutamba était devant une alternative. Soit accepter de voler aussi avec les autres, ça c'est pas moi qui l'ai dit, mais le ministre Nicolas Ratadi l'avait bien dit à l'époque. Le problème avec le Congo, c'est que les gens veulent beaucoup gagner alors que le pays ne gagne rien. Ça veut dire, lorsqu'il y a l'argent décaissé pour un projet, le projet connaîtra un problème d'exécution. Ils ne vont pas exécuter comme il se doit. Ils vont se partager l'argent de l'État, l'argent de la population, et en toute impunité. Ils vont se payer d'abord, ça c'est Nicolas Razadi qui l'affirme, ils vont se payer d'abord des salaires, ils vont prendre des primes, ils vont prendre des rétrocommissions, et vous allez voir que l'argent du projet va disparaître. Il y a eu autant de projets dans ce pays. Et ce projet, l'argent est parti comme ça et sans trace. Notamment le projet des maisons préfabriquées, le projet des Kinshasa Zéro Trou, le projet des Kalambambouji, les projets de construction des aéroports, les projets des métros Kin. Mais ce sont des projets qui on avait déjà déboursé l'argent. Mais est-ce que vous avez vu même déjà d'un seul projet, de tous ces projets que je vais d'énumérer? Aucun projet ne marche. Ça veut dire que dans ce pays, on n'aime pas les gens qui veulent
aider le chef de l'État. Le chef de l'État, dans sa casquette ou encore dans sa volonté de voir le pays aller de l'avant, il se retrouve seul. Il se retrouve seul aussi, ce qui lui trahit, qu'il est trop clément. Il est trop clément avec les gens avec qui il travaille. Il ne veut pas être rigoureux. Je ne fais pas des leçons au chef de l'État ici, mais ce que j'ai dit, c'est vrai. Le chef de l'État n'est pas rigoureux d'abord avec ses collaborateurs, avec son système. Le système a instauré une pratique selon laquelle, lorsque tu bouffes l'argent, tu nous partages le bien de la République, on ne va pas t'accuser. Mais lorsque tu ne veux pas qu'on bouffe l'argent de la République, tu veux qu'on travaille pour la République, nous allons machiner contre toi et jusqu'à ce qu'on t'aura parce que tu seras seul. Seul pourquoi? Tu seras seul qui veut à ce que l'État puisse avancer. Mais eux, c'est un réseau, hein, un grand réseau établi, ça fait longtemps. Ils sont là, ils combattent les gens qui viennent avec des initiatives pour aider effectivement à l'accomplissement ou encore à l'effectivité de l'état de droit. Et donc, dans les cas Moutamba, on relève certains faits, comme aujourd'hui par exemple, il y avait des faits qui démontraient justement, selon la justice, que l'ancien garde des Sceaux avait bel et bien l'intention de détourner. Alors, face à ces intentions justement, mais aussi les verdicts rendus par la Cour de cassation, votre lecture? Cher Cédric, dans le dossier Moutamba, il n'y a rien du droit. Ça, en tout cas, on doit se le dire. Dites-moi un peu. On vous instruit par le chef de l'État. Le président, vous êtes membre du gouvernement. Le chef de l'État vous dit, monsieur le ministre, parce qu'il y a la sous-population à la prison centrale de Makala, parce que c'était une prison construite pour un nombre limité. Monsieur le ministre, je vous instruis. Vous allez construire une prison à Kisangani. Avec le fonds, voilà, les fonds, avec l'argent qui a été donné par l'Ouganda, vous allez construire la prison. Et le ministre exécute. Parce que, cher Cédric, dans notre pays, la parole du chef de l'État fait loi. Et si vous refusez l'applicabilité du principe, attends, je vais me rappeler, dès que je me rappelle, je reviens. Le dernier argument du chef, c'est la contrainte. Et lorsque le chef vous dit il faut le faire, c'était une mission d'urgence. Okay. Et Moutamba produit des correspondances à tous les niveaux. Commençant par la hiérarchie, notamment le chef de l'État, le chef du gouvernement et toutes les autres institutions. Moutamba produit des correspondances. Dites-moi un peu, est-ce que si une personne a l'intention de voler ou encore de détourner le bien de la République, est-ce qu'il pouvait produire les correspondances à tous les niveaux? Nous avons vu les détournements qui sont effectués dans ce pays, notamment avec l'affaire des maisons préfabriquées. Dites-moi un peu, même deux correspondances que voilà, le directeur des cabinets de l'époque avait produit à tous les niveaux. Il n'y a aucune correspondance. Okay. Dites-moi un peu dans les dossiers forages. Ils ont produit des correspondances à quel niveau? Dites-moi la construction du centre financier. Ils ont produit les correspondances à combien de niveaux? Mais ils ont quand même produit le centre financier. Ça veut dire que Moutamba, ici, a connu un problème d'acharnement politique. Merci. Les gens qui ne voulaient pas voir Moutamba dans les affaires, parce qu'ils n'arrivaient plus à voler, et je n'accuse pas tout le monde, mais il y a un grand réseau de mafieux qui veulent toujours piller la République, qui n'arrivaient plus à faire des bêtises, qui n'arrivaient plus à ravir le parcelle des Congolais, comme ils le faisaient à l'époque. Et donc voilà, ils se sont débarrassés de Moutamba pour commencer à piétiner le droit des autres Congolais. Merci beaucoup, cher estimé Joël Momba. Nous avons tous analysé autour de ces dossiers. Justement, la justice congolaise, votre lecture sur l'évolution du pilier, plutôt l'état de droit en RDC, mais nous avons tous suivi les analyses sur les piliers justice, et donc, à moins que vous ayez quelque chose à... Alors, je prends un deuxième sujet. Nous savons tous, nous avons tous suivi des vidéos, nous avons tous suivi dans les éditions, dans plusieurs chaînes de télévision et radio. Il y a déjà une démarche initiée par les députés et sénateurs contre les bureaux Kamere et les bureaux Sama. C'est ainsi que nous avons pris ce thème, Kamere et Sama visés. On se pose la question s'il s'agit de motions nourricières initiées par le parlementaire ou bien d'une initiative parlementaire. Alors si c'est une initiative parlementaire, nous saurons justement. Mais avant que les 15 arrivent, afin que les pétitionnaires puissent déposer leur initiative, Marius Moubala, vous avez la parole. Déjà, à l'Assemblée nationale, c'est l'honorable Bindoulé qui est le patron
justement de cette initiative, mais au Sénat, c'est les sénateurs Afani Idrissa Mangala, 70 signatures côté Sénat et plus de 100 quelques signatures côté Assemblée nationale. Permettez-moi d'abord de revenir sur certaines choses très graves que je viens de suivre sur ce plateau. De la part d'abord de M. Joël. Car s'il vous plaît. Hein? Joël dit que c'est le ministre Constant Mamba a eu l'injonction du chef de l'État de construire en urgence une prison en utilisant l'argent de Frivao. Ça, c'est une accusation gratuite, M. Joël, au nom du chef de l'État, et il faut éviter ça. Le chef de l'État n'a jamais donné ordre, n'est-ce pas? Aucun ordre n'a été intimé à Moutamba de construire une prison en violant, n'est-ce pas, les lois du pays, en marchant sur la loi de finances. C'était un conseil des ministres. Un conseil des ministres, il a posé... devant tout le monde du gouvernement. S'il vous plaît. On lui a, si tel était le cas, on ne lui avait pas dit de marcher sur la loi de passation de marché public en RDC. On ne lui a pas dit de prendre l'argent prévu pour l'indemnisation. Il n'a pas marché sur la loi. En matière de... Il a marché sur quelle disposition? S'il vous plaît. En matière de construction de maisons carcérales, il a été bien démontré que l'offre d'emploi ne pouvait pas justement intervenir. S'il vous plaît. L'argent qu'il a voulu d'abord affecter à la construction de la prison, c'est l'argent que l'Ouganda paye pour indemniser, n'est-ce pas, le victime de la guerre de 6 jours de Kisangani. Cet argent a déjà une direction bien précise. Des personnes ont été victimes des atrocités de guerre qui devront être indemnisées par cet argent-là. Mais lui, par sa volonté... Et Moutamba fit parmi les ministres qui ont initié justement, qui ont ramené à l'effectivité justement de cette indemnisation. C'est ça même le détournement. Quand on vous donne l'argent pour acheter une voiture, vous préférez aller acheter une télévision, c'est déjà un détournement. Peu importe la justification que vous pouvez apporter. Alors qu'il a posé les problèmes au Conseil des ministres. Est-ce que vous avez dit qu'il va utiliser l'argent-là, qu'il va utiliser pour la construction de prisons? Le ministère de la Justice a toute une ligne budgétaire qui concerne la construction, n'est-ce pas, même de prisons aussi. Ce n'est pas le moyen qui manque aux UTPR pour construire, parce que c'est l'UTPR qui est le constructeur de l'État. Ouais. Quand vous prenez la loi des finances, telle qu'a été présentée, l'article 49, 42, 41, 42, 43, on a marché dessus. Au-delà de ça, lors de l'instruction du dossier, on est allé même jusqu'à Kisangani chercher à voir l'endroit où Moutamba voulait construire la prison. Ça n'a pas été trouvé. Ça n'a pas été trouvé dans les dossiers. On a présenté les dossiers. On a demandé même, n'est-ce pas, à Moutamba de présenter, n'est-ce pas, le marqué de la prison qu'il voulait construire. Ça n'a pas été prouvé. Même la loi dit, lors de la passation de Massi, s'il faut payer un acompte, on ne peut pas aller au-delà de 20%. Lui, il a voulu payer combien? Plus de 50%. C'est ça. Vous êtes, moi, je ne suis pas juste, je suis qu'un économiste. L'intention, la tentative en droit pénal congolais est punissable. Il peut n'avoir touché l'argent, mais l'argent n'était plus dans la caisse de l'État. L'argent était déjà dans une caisse, dans un compte courant d'une autre entreprise privée. Ok, aujourd'hui, c'est une autre procédure aujourd'hui pour que l'argent rentre encore dans la caisse de l'État. Oui. Vous êtes gens, ne défendez pas les individus, mais défendez la loi. Très bien. Revenez alors à la question. Vous dites à l'Assemblée nationale, l'investigateur de la motion, c'est M. Bindoulé. Il faut comprendre qu'il y a d'abord Bindoulé par rapport à Vital Kamerhe. C'est un parlementaire. C'est un parlementaire, mais justement, il vient d'où? C'est la qualité. Il faut comprendre que d'abord, à la base, Bindoulé, c'est un frustré de l'UNC qui a quitté l'UNC de façon... Là, c'est votre interprétation. Non, ce n'est pas, mon interprétation. Il a initié comme parlementaire. Je vous présente d'abord qui est Bindoulé vis-à-vis de l'UNC, vis-à-vis du président Kamerhe. Il a quitté l'UNC de façon très honorable. Il est allé à l'IDPS. Et c'est aujourd'hui lui qu'on utilise pour initier, n'est-ce pas, la motion contre Vital Kamerhe. C'est pathétique. Mais vous allez comprendre, quelle est la situation de notre pays aujourd'hui? Le pays fait face à une guerre d'agression, n'est-ce pas, qui appelle aujourd'hui à l'unité de tous les Congolais. Qui appelle aujourd'hui à l'unité de tous les Congolais. Mais on trouve c'est à ces mêmes occasions ici qu'on veut déstabiliser les deux grandes institutions, excusez-moi,
qu'on veut déstabiliser les deux grandes institutions du pays, l'Assemblée nationale et le Sénat. Déjà, du côté des partisans du président du Sénat, Sama Lukonde, monte au créneau. Les partisans du président Vital Kamerhe est aussi monte au créneau. Et tous ces gens-là seront contre ou derrière le président Tshisekedi. Ça va déchirer la cohésion nationale. Ça, c'est déjà un problème. Revenons sur le président Vital Kamerhe. Je dirais d'abord, moi, j'avais même dit, je vais donner même conseil à certains amis, n'est-ce pas, de l'ILC, que le président Kamerhe n'était pas le bienvenu à l'Union sacrée. Du moment où Kamerhe était acquitté, était libéré de la prison, devrait se libérer de l'Union sacrée, lui-même. Sinon, il risquerait de continuer des humiliations à l'humiliation. Aujourd'hui, nous en sommes encore pour une seconde fois. Vital Kamerhe, c'est l'un des acteurs courageux de l'Union sacrée, qui ont pu dire quand même au chef de l'État la vérité. Parce que vous savez, pousser quelqu'un à prendre une décision impopulaire peut être mal aperçu par d'autres pères de l'Union sacrée. La première fois, c'est lui qui a conseillé au président de la République, avec son nez des cyclones là, le triangle des cyclones, je ne sais pas comment il appelle, de négocier avec l'M23, alors que l'M23 était encore à Bunagana. Il a été mal vu, il a été incompris. Aujourd'hui, c'est le pouvoir qui a négocié avec le M23, où c'est à Doha. Et là, les rapports de force de l'époque pour l'M23 ne plus le même. Il semble maintenant que les alternatives sont différentes. Les différentes, comme alors que les rapports de force par rapport au M23 est de loin favorable au M23 qu'à notre pays. Ah bon? Et quand vous regardez l'accord de principe qui a été signé, n'est-ce pas, c'est un aveu de faiblesse pour notre pays. Parce que normalement, nous, la justice congolaise, a pris des mesures, a sanctionné, a condamné les acteurs du M23. Mais là-bas, nous avions accepté quand même que dans l'accord de principe qu'il y aura abandon de poursuites contre les membres du M23. Ça, c'est déjà un problème. Ouais, c'est déjà un problème. Vital Kamerhe revient encore et insiste. Il rappelle qu'il faut négocier il faut qu'il y ait un dialogue avec les Congolais. Les mêmes personnes qui veulent maintenir le président de la République en difficulté dans la même situation aujourd'hui dans laquelle nous sommes, parce que nous ne sommes pas en train d'évoluer. Au contraire, nous sommes en train de faire des concessions aux ennemis qui ne font qu'utiliser le mensonge, les contre-vérités pour notre pays. C'est à Washington où les médiateurs américains acceptent que le Rwanda a pris des mesures de défense contre notre pays. Alors que le Rwanda est agressé, et ça a été reconnu par la résolution PC 73. Mais Marius Moubala, je voulais revenir beaucoup plus. Est-ce qu'il est mauvais que les députés nationaux initient une démarche parlementaire contre soit les bureaux ou bien un membre du Nous ne sommes pas contre. À ce stade d'abord. Nous ne sommes pas contre une démarche reconnue légale à l'Assemblée nationale. Mais il faudra que cela soit aussi justifié par des causes nobles. Qu'est-ce qu'on reproche? Et les causes évoquées justement. Qu'est-ce qu'on reproche à Vital Kamerhe à l'Assemblée nationale vis-à-vis de l'Union sacrée ou vis-à-vis des salariés au chef de l'État? Moi, ces griefs-là, je ne les connais pas encore. Parce que c'est que moi, je sais que lui, Kamerhe, est partisan. Encore l'honorable Bindoulé, une mauvaise gestion des émoluments qui ne sont pas payés comme à l'accoutumée, les avantages parlementaires, beaucoup de choses. Déjà, Vital Kamerhe, vous avez suivi au perchoir de l'Assemblée nationale de cri, il avait décrié lui-même que depuis un certain moment, il ne percevait pas le frais de fonctionnement de l'Assemblée nationale. Ça, c'était l'année passée. Ça veut dire que c'est ça, si les députés ne perçoivent pas leurs émoluments comme il se doit, ils ne reviennent pas à Vital Kamerhe, parce que ce n'est pas Vital Kamerhe qui est au ministère du budget, moi qui est encore au ministère des Finances. J'espère même que le gouvernement avait déjà résolu le problème. Alors, il y a des problèmes qui ne dépendent pas de Vital Kamerhe. Donc, il y a un agenda caché qu'on veut faire porter à Kamerhe, qui risque, n'est-ce pas, de créer un déficit qui risque de déchirer les tissus sociaux dans notre pays. Et cela ne va pas arranger. Même si sa gestion est calamiteuse. La gestion de Kamerhe n'est pas calamiteuse. Bindoulé est instrumentalisé. Je vous ai dit que Bindoulé était frustré. L'Union sacrée qui s'est retrouvée à l'IDPS, qui n'a pas été nommé selon lui à l'époque. Et il s'est rebellé. Et là, il continue ses manœuvres. Mais je dis que la démarche qui est en train d'être mise en œuvre en ce moment ici risque d'être périlleuse, risque d'être dangereuse contre l'existence de la nation. Il faut faire attention
Bien sûr, c'est la cohésion nationale qui risque d'être mise en danger. Merci et c'est là qu'il faut comprendre, je finis par là, que ceux qui sont en train de menacer aujourd'hui le pays, ils sont en train de récupérer ça. Et dire que non, on est contre un certain groupe de députés, un certain groupe de leaders. Et ça, c'est déjà un problème. On veut donner encore à dire à ceux qui sont d'agresser les pays. Merci beaucoup, cher estimé Marius. Jocelyn, vous avez la parole. Bien sûr, il est de bonne loi à chaque parlementaire, lorsqu'il voit que peut-être la gestion d'un membre du gouvernement ou bien du bureau de l'Assemblée nationale n'est pas orthodoxe, d'initier une initiative pour faire tomber les bureaux. Une motion de défiance, si je ne m'abuse, contre le bureau Caméré avant d'arriver au Sénat. Est-ce que cette initiative parlementaire est-elle louable par rapport aux griefs reprochés à Vital Kamerhe et son bureau, ou bien il s'agit bel et bien d'une motion nourricière, parce que déjà on connaît comment les contextes congolais évoluent. Il faut initier par une motion par exemple, et par après on se voit dans un coin et puis on résout les problèmes et ça reste comme ça. Alors j'aimerais d'abord revenir sur quelques malentendus et également dissiper quelques doutes. Alors déjà, ici, je reviens d'abord sur ses propos sur l'affaire Moutamba. Oui. Il dit les fonds destinés à Frifao étaient de l'indemnisation des victimes, et donc lorsqu'il y a une mauvaise direction de ces fonds, directement, il y a une intention de tournement que la tentation est punie en droit pénal. Il faut dire que en matière d'indemnisation de victimes de guerre, il y a un arrêt de la CIJ, la Cour internationale de justice, sur la répartition de fonds liés à l'indemnisation. Il y a une part aux victimes, mais également une part qui est réservée aux infrastructures. Cette part-là qui est sous l'autorité du gouvernement. Et donc, il faut dire que le fait pour le ministre Moutamba d'initier cette action et de se servir de ces fonds pour la construction de prisons n'est pas là expressement la mauvaise direction de l'intention de détournement. Mais également en matière de passation de marché public. En droit administratif, il y a des volets. Lorsqu'on s'adresse à l'administration, en matière de demande, le silence de l'administration vaut acceptation dans le délai. On l'a évoqué même devant la Cour. Et évidemment, lorsque Moutamba écrit et qu'au niveau de l'administration, on n'y répond pas, le silence de l'administration vaut acceptation. Par contre, c'est en matière de contestation que lorsqu'on s'adresse avec des recours à l'administration, là, si l'administration ne répond pas, c'est là que le silence de l'administration vaut automatiquement rejet. Et donc, en matière de passation de marché public, la procédure était régulière, il a écrit, on n'a pas répondu, les silences vaut acceptation. En matière de destination de fonds de Frifao, puisqu'il y a un arrêt sur la répartition de l'indemnisation, il y a une part qui est réservée aux infrastructures, là, il n'y a pas de problème, et donc Moutamba était dans le règle. Ok. Alors, sur la question de Vital Kamerhe et sur le motion initiée, il faut dire que démocratiquement, la pétition est une voie juridique directe lorsqu'on s'adresse ou lorsqu'on veut contester par rapport à une question donnée. Mais les motivations de cette pétition, vu le contexte, sont infondées. Ici, on doit plutôt nous dire, est-ce qu'il y a opportunité actuellement d'initier une telle pétition? Déjà qu'au départ, il faut dire que Vital Kamerhe était à contre-courant du régime en place quant à la question de la gestion de la crise à l'est du pays. Il était le premier à vouloir qu'il y ait dialogue avant que même AFC M23 et ses congénères du Rwanda n'arrivent à Bunagana. Il l'avait déjà... n'arrive à Goma. N'arrive à Goma plutôt qu'il était à Bunagana. Donc, il était d'antan ceux qui ont priorisé les moyens pacifiques de règlement de litige. On ne l'a pas écouté, on l'a traité de tout le nom. Il était rwandais, ougandais, ceci, cela. Mais c'est le même président qui dit qu'il ne va jamais négocier avec les pantins du M23. On l'a vu à Doha, mais également avec l'accord commercial à Washington.
on l'a vu. Mais c'est un accord commercial des ventes de minerais. C'est-à-dire que la position que Vital Kamerhe, un homme sage, c'est-à-dire que au lieu de vouloir qu'il y ait des pertes énormes de vues humaines des Congolais, négocions. L'on n'a pas voulu. Or, on sait tous que la force sans la justice est tyrannique. Et vous pensez par exemple que si on allait dialoguer avec le rebelle avant qu'il n'arrive à Goma, est-ce qu'il n'allait pas tuer? Et puis, quelles étaient leurs revendications justement? Voilà, c'est même là la question. Parce qu'à ce jour, en matière de conflits armés internationaux, il y a des souches à devoir dénicher. Il faudrait dire que les AFC-M23 est un groupe organisé, un groupe armé organisé, un groupe interne, et que si l'on était en dialogue avant, l'on pouvait savoir réellement leurs prétentions. Et d'ailleurs, même avant cela, il y a une souche des M23 qui était ici à Kinshasa, on les a logés ici, ça on le sait. Et donc, c'est une histoire fictive. Voilà, on ne peut pas y répondre. Voilà, on va pas y répondre. C'est pas fictif. C'est pas fictif. Les chefs de l'État ne reconnaissent pas. Ce sont des questions. Ils reconnaissent qu'ils étaient là. Devant les médias. Mais selon les chefs de l'État, ce n'est pas nous qui les avons. C'est un faux débat, s'il vous plaît. Il doit achever son idée. Et donc voilà. Pour moi, la position peut que Vital Kamerhe allait en contre-courant. On sait qu'aujourd'hui, avec la question à l'Est, ce qui a poussé d'ailleurs non seulement le régime en place, non seulement la question des députés sur les émoluments et autres, que l'on sait que c'est infondé et faux. Aujourd'hui, si les députés doivent réclamer les émoluments, la couverture santé pour leur famille, que dire du peuple congolais à ces jours qui vit en descendant de $1? Aujourd'hui, à 95% des vides congolais, personne n'est assuré. Qui a une assurance santé ici, même parmi nous aussi au plateau? Les chefs de l'État, lors de son investiture, le 20 janvier, avait dit que parmi les axes de ces piliers, il y a notamment la question de la sécurité, la création d'emplois, mais également les questions sociales. Mais à ces jours, si les peuples que l'on va représenter n'arrivent ni à avoir un logement décent, ni un accès à l'eau potable, ni l'électricité normale, on se dit qu'il y a des droits fondamentaux en réalité qui sont violés à tout moment. Et donc, les questions de pétition ou les motivations de cette pétition ne sont pas fondées. Et donc, moi, j'estime que, vu le contexte, investissons notre énergie, les fonds aillent vers le FARDC. Maintenant, c'est le temps de restructurer l'armée pour, si par le dialogue, on n'a pas pu, parce qu'il faut dire que même le chef d'État récemment, il a dit ici qu'il ne va pas, avec le Tabombek en Afrique du Sud, ce sont des distractions, il ne veut pas de médiateur. Oui. À ces jours, on estime qu'on doit allouer les fonds pour préparer notre armée parce que les dialogues n'ont produit aucun effet. On doit nous préparer à la guerre. C'est la seule issue qui nous reste. Les dialogues... Savoir aussi les conséquences de la guerre. Hein. Il faut le dire parce que les dialogues, les moments où il fallait, on a préconisé les dialogues, les moments où il fallait aller en dialogue, on a refusé. Okay. Avec tout le mot, discréditer le dialogue, et donc à ces jours, le dialogue n'a pas de fait, et il y a nos congénères, nos confrères, nos compatriotes qui sont nuit et jour abattus, et ça doit cesser. Et donc c'est ça que nous disons, on estime que les pétitions sont infondées, on doit laisser Vital Kamerhe et Sam Alouko dans leur siège. Merci beaucoup, cher estimé Jocelyn. Quelqu'un vient à peine de nous rejoindre dans ces studios. Il s'appelle Liali Labayenasse, qui est de l'opposition. Cher estimé, bonjour, soyez les bienvenus. Bonjour, mon frère. Je suis heureux d'être avec vous pour la première fois dans ce plateau et ce n'est pas la dernière fois. Non justement. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et je crois que vous allez prendre quand même un petit temps pour justement vous introduire dans les fonds du dossier. Je prends Joël Nomba sur cette question. Aucune motion à entendre déjà ce qu'a dit tout à l'heure Marius Moubalama, mais aussi Jocelyn. Aucune motion en faveur du peuple, mais une motion parce qu'il s'agit des intérêts qui va dans le même sens avec qui va justement dans l'intérêt de parlementaires. Pouvons-nous dire que cette démarche est crédible ou bien teintée justement de positionnement peut-être? Merci beaucoup, cher Cédric. Mais ici, il faut savoir que les députés aujourd'hui nationaux
qu'ils sont ne nous rendent pas fiers. On n'est pas fiers de dire, voilà, on a des députés nationaux. Lorsqu'il s'agit de leurs intérêts, les intérêts de leurs enfants, ils se mettent debout, alors que les Congolais n'ont pas de l'eau, n'ont pas l'électricité, n'ont pas de route. Et lorsque peut-être le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, n'a pas répondu à leurs attentes, peut-être que le gouvernement n'a pas encore donné ce qu'ils veulent, mais les députés se mettent à réclamer et veulent même la tête de Vital Kamerhe. Je crois que les motifs qui poussent ces députés à tenir cette motion ne sont pas valables. Si ces députés nous disaient, écoutez, j'ai amené une proposition de loi qui part dans l'avantage de la population congolaise, qui demande à ce que, une fois que les Congolais manquent l'électricité pendant 3 jours successifs, qu'ils ne puissent pas payer l'argent du mois, et que le président Vital Kamerhe a refusé à ce que cette proposition de loi puisse entrer, là on pouvait l'appuyer. Oui. Mais un député qui vient dire, voilà, nos indemnités, notre argent de voyage, notre argent de ça n'a pas été donné. Vous sentez qu'il y a l'égoïsme, l'envie d'avoir tout pour lui-même, l'envie d'avoir tout pour eux-mêmes. Dites-moi un peu, un enfant qui est Katakokombe là-bas, est-ce qu'un enfant comme ça, et vous avez regardé l'école dans laquelle l'enfant fréquente? Vous avez regardé l'école dans laquelle l'enfant de Maïndombe fréquente? Pour quitter ici à Kinshasa, arriver dans le Maïndombe par véhicule, c'est impossible, parce qu'il y a l'insécurité. Mais quel est ce député qui est passé devant l'Assemblée nationale pour dire, monsieur le président Vital Kamerhe, il faut que vous convoquiez ici le ministre de l'Intérieur, qu'on puisse renforcer la sécurité, parce que dans le Maïndombe, ça ne va pas, au Grand Bandoulian, ça ne va pas, à Kinshasa. Quel est ce député-là? Mais aujourd'hui, parce que leurs intérêts, parce que l'Assemblée nationale, encore le bureau, n'a pu satisfaire à leur niveau tous les besoins de tous les députés, voilà que les députés reviennent toujours dans l'envie ou encore dans cette boulimie-là de tout avoir pour eux-mêmes et veulent maintenant la tête du président de la Mairie. Vous pensez que chaque démarche est toujours teintée? Mais les motifs sont teintés de l'égoïsme. Et si peut-être leurs revendications sont légitimes? Non, mais qu'ils nous les disent, quelles sont les revendications qui sont légitimes, si ce n'est que les revendications de la population. Mais est-ce que ces députés ont amené les revendications de la population, que le bureau de l'Assemblée nationale a refusé ces revendications de la population? Non plus. Mais ces députés, dans sa boulimie de tout avoir pour lui-même, voilà, il veut mettre... Moi, je ne suis pas de l'UNT, ni encore moins l'avocat du Vital Kamerhe, mais seulement j'analyse comme Congolais. Ici, nous devons... Vous savez, lorsque vous participez à la gestion de la chose publique, il faut le faire avec beaucoup d'attention et beaucoup d'intérêt surtout. Aujourd'hui, les députés mènent des démarches tendant à nous, les autres, parce que leurs intérêts ne sont pas respectés. Tout à fait. Mais où est l'intérêt de la population? Parce que vous êtes représentant de la population. Est-ce que vous avez amené des propositions qui concerne votre circonscription et que le bureau de l'Assemblée nationale a refusé? Est-ce que vous avez amené de lois qui parlent de votre circonscription et votre population? Parce que vous représentez la population. Est-ce que le bureau de l'Assemblée nationale a refusé de faire courte échelle aux demandes qui concernent votre circonscription? Non. Mais seulement que le bureau de l'Assemblée nationale n'était pas en mesure d'accomplir le vouloir des députés nationaux. Voilà pourquoi ils veulent la tête de Vital Kamerhe. Moi, selon moi, j'ai conseillé aux Congolais de soutenir Vital Kamerhe et dire à ces députés égoïstes qu'il est, rempli de la boulimie de tout avoir pour lui-même, de cesser avec la distraction. Les Congolais ne veulent pas de l'action. Dites-moi un peu, si aujourd'hui le bureau tombe, nous serons encore honteux pour mettre un nouveau bureau. Tout ça, c'est de l'argent. Il faudra l'argent pour mettre un bureau qui va contrôler les élections. Après les élections, on va mettre encore un nouveau bureau définitif. Mais tout ça, c'est de l'argent. Et lorsqu'on va commencer à faire les élections, ce sont les députés qui vont gagner. Parce que nous ne savons pas comment ils nous opèrent. Merci. Avant de mettre un bureau, ils vont commencer à demander, non, vous me donnez 10 000 $. Et ils vont discuter entre eux, quand des basalara. Non, vous prenez 5 000 à chacun, vous allez me voter. Donc les députés ici jurent que sur leurs propres intérêts. Il n'y a pas question de la population dans leur fameuse motion. Il n'y a pas question de la population. Et j'ai dit ici haut et fort. Et je demande à la population de soutenir les institutions de la République et ne pas nous laisser distraire par ces députés qui sont égoïstes. Très bien, cher estimé Joël Nomba, nous sommes en train de poursuivre. Je vous reviens, estimé Lialila, sur cette même question, parce que les députés se sentant lésés par rapport à leurs droits,
Et ils ont initié une initiative parlementaire contre le président de l'Assemblée nationale. Les bureaux Caméré est visé aujourd'hui. On s'est dit les 15 septembre, on ne sait pas ce qui va se passer. Peut-être les dépôts de cette motion, parce que c'est une motion qui réunit déjà beaucoup de signatures. Pensez-vous que cette initiative est-elle louable, salvatrice, dans l'intérêt du peuple congolais? Alors, merci beaucoup pour l'octroi du verbe. Avant de me lancer, je tenais d'abord à saluer la pertinence de mes dévanciers les plus immédiats. Ce sont des patriotes. Alors, je n'aurai pas à souffrir dans ces plateaux parce que je pense qu'ils ont presque tout dit. Mais il faut dire, je ne contredis personne parce qu'ils ont dit vraiment la vérité. Les problèmes du Congo n'est pas normocentrique, c'est-à-dire quadré sur la normation. Les problèmes n'est pas non plus statocentrique, c'est-à-dire centré sur l'architecture structurale des institutions. Les problèmes est anthropocentrique, c'est l'homme. Ce sont les comportements des acteurs politiques. On s'est dit État des droits, mais on comprend les droits au travers. Tenez, l'affaire qui se passe au niveau des institutions, en l'occurrence les Sénats et l'Assemblée nationale, ce sont des crises politiques qui concourent à des coups d'État. Nous avons eu affaire à des crises politiques à l'époque de Kasavubu et Lumumba, ce qui a donné une passe en or à Mobutu de faire un coup d'État politique et militaire successivement. Je ne souhaite pas. Mais avec cette allure, lorsque un politique donne des initiatives pour sauver plutôt son pays, il se retrouve insulté de tous les mots par les talibans de l'UDPS. Ça, c'est très grave. Parce que celui-ci aurait réfléchi dans le sens de sauver sa patrie. Voilà, il est Ougandais, il est Rwandais. Lorsqu'on va dans la même perspective que ceux-là qui ont sacrifié les cerveaux au profit du djihadisme, voilà, on est devenu étranger. Et lorsqu'on s'y rattache, on est dans la nationalité congolaise. Revenons quant au sujet. Je vais toujours dans la même perspective que les défenseurs les plus immédiats. Est-ce que faire tomber Vital Kamerhe aujourd'hui, faire tomber Sama Lukonde aujourd'hui, va apporter quoi de concret? N'est-ce pas? Dans la perspective salvatrice de la vie économique du peuple congolais. Il roule sur des dollars, tandis que les derniers citoyens congolais ont du mal à se nourrir les matins. Et manger est un luxe aujourd'hui alors que c'est un des besoins purement animaux. Donc je pense que cette question, dans cette perspective des choses, c'est une notion qui n'est pas seulement liée à la structure des institutions, c'est une question qui est, n'est-ce pas, liée à l'influence de la politique sur le droit. Au lieu que les droits constitutionnels ou les droits en général encadrent la vie politique, c'est la politique qui saisit les droits. C'est aberrant. Parce que vous vous rendrez compte, si on se limite à observer les choses dans cette perspective, ça ne sera pas intéressant. Il faut toucher d'abord les causes. Quelles sont les causes? Non. Parce que Vital Kamerhe a toujours essayé d'étendre les raisonnements, n'est-ce pas, en amont. Et on va les remercier après. Ça, on a utilisé Sama Lukonde pour salir la personne de Joseph Kabila. Celui-ci a facilité la levée des immunités d'un sénateur à vie, en l'occurrence un ex-président de la République, président honoraire. La loi portant statut pénal d'un chef de l'État prévoit les congrès. Mais Sama Lukonde a initié cette levée des immunités avec le règlement intérieur de tout sénateur ordinaire qui a obtenu ses mandats sur base des élections, chose qui est aberrant. On va se débarrasser de Sama Lukonde aujourd'hui. Vital Kamerhe aurait aidé certaines personnes à atteindre les sommets de l'État. Aujourd'hui, on se débarrasse de lui. Et quand vous évoquez ça, la grande question, c'est que même s'ils ont quand même offert ces opportunités, doivent-ils aussi se mettre à la mégestion? Et s'il y a mégestion, ne doivent-ils pas subir justement cette initiative parlementaire? Lorsqu'il parle de la mégestion, on voit quoi concrètement? On a évoqué tout à l'heure, les cas ont été évoqués justement. Il y a comme quoi les émoluments qui ne sont pas payés régulièrement. Il y a beaucoup de faits qui sont... Oui, que Mbemba avait raison, hein. La politique du ventre. Donc ces messieurs-là, ils ont été élus pour leur ventre. Peut-être qu'ils sont là, ils sont pauvres. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas? Qu'est-ce qu'ils ne mangent pas? Quels sont ces morceaux de viande qu'ils ne peuvent pas mâcher en RDC? Mais ils sont sérieux. Donc pour revenir en disant, après avoir utilisé un acteur politique, lorsque celui-ci n'est plus utile, on se débarrasse de lui. Prenons les cas de Constant Moutamba. Constant Moutamba est venu dans un système purement corrompu jusqu'à la moelle épinière. Les simples faits de bancariser les frais de consignation
a troublé tout un corps des magistrats. Ça, c'est très grave. Vous voyez l'acharnement que cet officier du ministère public avait contre la personne de Moutama juste en faisant son travail. Vous voyez que c'est pas sérieux dans ce pays. L'officier du ministère public, il était dans son travail, il devrait le faire. Mais j'ai parlé de l'acharnement. Il y a une distinction entre faire son travail, agir au nom et pour le compte de l'État, et prendre les problèmes étatiques et les grands problèmes personnels. Il y a la personnalisation du pouvoir, chose qu'on a observé dans ces procès Moutama, de l'acharnement total. Pourquoi il est poursuivi? Certains sont dans la conceptomanie, on parle parfois de la tentative et parfois de l'intention. Or, c'est des notions complètement différentes. La tentative est un élément constitutif de l'infraction, renseigne le professeur Likuli à Bolongo, qui pense que le droit pénal se rapproche des sciences mathématiques parce qu'il demande le cumul de 3 éléments. À défaut d'un de ces éléments, il n'y a pas infraction. Et lorsqu'on parle de la tentative, celle-ci peut être infructueuse ou interrompue. Alors, les problèmes sont au niveau de l'article 4 du Code pénal qui, lorsque les actes extérieurs faisant commencement d'exécution ont été interrompus, soit par, indépendamment de la volonté de l'auteur, soit par rapport au désestimement volontaire. Là, nous sommes au niveau de l'intercriminisme. Maintenant, de quoi il est poursuivi? Or, il y a une jurisprudence de la Cour suprême de justice qui ne veut pas qu'on puisse poursuivre un prévenu, les condamner surtout pour simplement quelque chose qu'on qualifie d'intention. Vous voyez que ce sont des décisions qui sont carrément démocraticides. Très bien, merci cher estimé Yalila. Je crois très bien que ce soir, ou bien aujourd'hui, on ne sait pas, ça sera à midi, le soir, on ne sait pas. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, va convoquer justement les chefs. Il y aura une réunion interinstitutionnelle qui va réunir Vital Kamerhe, le président de l'Assemblée nationale, Sama Lukonde au Sénat, mais aussi le Conseil supérieur de la magistrature et la première ministre. Nous osons croire que ce soir, une ossature va se dégager justement sur cette affaire et on saura peut-être la finalité justement de ces motions initiées contre le parlementaire. Mais on revient alors. Maintenant, nous avons parlé des motions. Cette session qui va commencer le 15 septembre, une session essentiellement budgétaire, cher estimé Marius, au regard des enjeux, au regard des urgences, quel travail doit être fait exactement pour que ce travail ait des répercussions justement sur les quotidiens des Congolais? Merci pour la question. Vous savez, comme je l'avais dit bien avant, que nous sommes dans une situation de crise. Notre pays est agressé par le Rwanda, et c'est connu de tout le monde. Et il n'y a pas longtemps, que le mois passé, le mois d'août, il y a eu une signature de l'accord de paix à Washington et a suivi d'un accord de principe à Doha. Et tous ces accords-là allaient, n'est-ce pas, en faveur du Rwanda et de groupes qu'on estimait être terroristes du M23. Mais avec ces accords signés, ça lavait le Rwanda comme, par rapport à ce que nous pouvions incriminer au Rwanda, parce qu'on n'a pas reconnu les forfaits que le Rwanda commet dans notre pays. Et le Rwanda s'est passé pour une victime. D'autant plus que le facilitateur américain a accepté que ce que nous avions appelé comme agression, le narratif congolais, a été transformé en ce qu'on appelle aujourd'hui mesures de défense pour le Rwanda en RDC. Parce que nous savons que les menaces sont imminentes dans notre pays pour le Rwanda. Ça, c'est un problème. Aujourd'hui, il y a un problème. Il faut chercher d'abord à rétablir l'autorité de l'État. L'intégrité nationale. Au-delà de toutes choses, le budget, oui, il faut qu'on y travaille. Mais que ce budget-là puisse donner les moyens nécessaires, n'est-ce pas, à l'armée. Qu'on implique, qu'on mette les moyens dans la diplomatie. Enfin, parce que déjà dans la diplomatie, nous avions eu ce qu'on appelle la résolution 2773, sur lequel le Dr Denis Mukwege aujourd'hui insiste et demande à ce que cette mesure-là soit appliquée. Okay. Il a même interpellé, n'est-ce pas, les Nations Unies de prendre des mesures adéquates pour que cette résolution-là soit mise en œuvre. Parce que c'est inconcevable que des mesures soient prises au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, mais que ça souffre à l'interne dans son application. Et moi, quand j'analyse la situation de notre pays, je me dis en quelque sorte, c'est nous qui avions brisé l'élan qui était déjà mis en œuvre pour que cette résolution-là soit appliquée. Malheureusement, nous sommes lancés dans des voies de négociation avec le Rwanda, avec la M23, qui a donné encore les forces
à ces groupes, à ces facteurs d'agression de notre pays. Nous avions interpellé la communauté internationale à travers le Dr Denis Mukwege de mettre tous les moyens en œuvre, de prendre, de renouveler des sanctions et que ces sanctions-là soient applicables contre le Rwanda. Parce que le Rwanda évolue dans des contre-vérités. Et le mensonge que le Rwanda pilule au niveau international semble prendre corps. Et on tente à considérer les contre-vérités que dit le Rwanda. Aujourd'hui, il est temps de mettre la vérité au grand jour et de travailler sur le droit. Parce que le fait que le Rwanda n'a jamais été poursuivi pour tous les crimes qu'il a commis dans notre pays, met le Rwanda dans une situation de récidiviste. Mais ne pensez-vous pas peut-être que le gouvernement facilite d'abord la première phase qui est celle justement d'en finir avec la situation sécuritaire et la phase de la justice viendra après. Pour nous, on doit d'abord recouvrer l'intégrité nationale de notre pays. Mais la démarche mise en place par le gouvernement n'a pas allé dans le sens de recouvrer l'intégrité de notre pays. Parce que les accords signés à Washington, les accords signés à Doha, mettaient déjà en danger l'intégrité et la souveraineté. Ces accords-là ont marché sur la résolution 2773 qui demandait le retrait immédiat de sa condition du Rwanda sur notre territoire. Mais dans l'accord signé à Washington, qu'est-ce qu'il a été dit? Qu'un mécanisme conjoint de sécurité sera mis ensemble avec le Rwanda pour traquer les FDLR et les neutraliser. Moi, j'ai suivi un officiel. C'est un problème. Au lendemain, justement, de la signature de l'accord de paix à Washington, c'était le 27 juin, si je ne m'abuse. Au lendemain, justement, c'est un officiel qui était là sur place. Il s'est exprimé sur la question. Il dit en aucune fois la résolution 2773 n'a été mise de côté. C'est ça que je l'ai dit. Que la résolution, l'accord signé à Washington a marqué sur la résolution. D'autant plus que la résolution 2773 reconnaît la présence du FDL de R2 sur notre territoire. De l'autre côté, ça n'a pas été le cas. Demander à ce que les R2 puissent libérer notre territoire immédiatement sa condition. Là, on les a pérennisés. On a quelquefois légitimé leur présence. Oui, ça, c'était ignorer cette résolution. Même cette résolution-là demandait le démantèlement du M23 en donnant l'ordre à Nanga de démolir, de démanteler toutes les administrations mises en place par Nanga. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais également, ces accords-là ont ignoré la justice. Ils ont lavé largement le Rwanda. Le problème est à ce niveau-là. Donc, on ne peut pas s'imaginer construire la paix, construire un Congo prospère, tout en ignorant les attributs de la justice. Et voilà pourquoi, au regard de tout ce que nous vivons, et tout ce que nous avons connu comme crime, nous avions appelé au tribunal pénal international pour la RDC. Parce que le crime à de 1993 à 2003 ne peut être poursuivi que par le tribunal pénal international. Et de 2003 à nos jours, il faut que la CPI puisse entrer à agir. Et nous saluons le rapport qui a été publié récemment ici. Oui, ça démontrait encore le crime que nous avions connu dans notre pays et les acteurs sont connus. Et ces acteurs-là, malheureusement, ceux qui étaient les acteurs du passé se sont retrouvés derrière Kabila. Les mêmes acteurs se retrouvent encore d'aujourd'hui derrière le président Tshisekedi, qui bloque le président Tshisekedi à ne pas aller sur la voie de la justice, à ne pas écouter la voie proposée par Dr Denis, qui est une voie salvatrice pour la République de notre pays. Très bien, cher estimé. Juste là, vous avez la parole. Au-delà de motions initiées par le bureau de l'Assemblée nationale, on voudrait bien voir aussi les parlementaires faire leur travail convenablement. Cette fois-ci, parce qu'il s'agit bel et bien d'une phase critique où la République, dans sa partie est, vraiment menacée par l'ennemi. Alors, qu'est-ce qui doit être mis en place par les parlementaires cette fois-ci, en termes de sérieux, pour aider le gouvernement et le président de la République à retrouver justement l'intégrité territoriale menacée? Alors, vous savez, le mission d'ailleurs fondamentale du Parlement, c'est avant tout d'abord contrôler l'action du gouvernement. Et le président de la République, je l'ai dit tantôt, même les programmes d'action du gouvernement souminois, le président, essentiellement, lors de son investiture, a pointé son projet de société sur 6 axes fondamentaux, notamment matière de sécurité, donc rétablir la sécurité à l'est du pays, et sur toute l'étendue du territoire. Et d'ailleurs, il faut le rappeler que constitutionnellement, le président de la République est également garant de l'intégrité du territoire. Et que l'intégrité territoriale est en réalité, comme je le disais, l'intégrité territoriale est en réalité un des signes de la souveraineté. Et puisque la Constitution, qui est le pacte fondateur de l'État,
l'expression de la volonté du peuple, reconnaît au président de la République le fait qu'il soit garant de l'intégrité, mais également le symbole de l'unité nationale. Il revient donc à celui-ci de renforcer son pilier essentiellement axé sur la sécurité. Mais sécurité, comment arriver alors à rétablir l'intégrité du territoire? C'est là que nous avons dit qu'à ces jours, vu que la session de septembre ici, c'est une session essentiellement budgétaire, on va voter la loi ou adopter également la loi des finances, il faut que le fonds soit alloué à notre armée. Parce que à ces jours, on reconnaît la puissance et la force de l'État par son armée. Aujourd'hui, si l'armée congolaise, on dote l'armée des moyens essentiels, on va repousser l'ennemi, on va garantir l'intégrité de notre territoire. Et donc, les parlementaires doivent aller également dans le volet militaire, voir qu'est-ce qui fait défaut. Aujourd'hui, l'armement. L'armement fait défaut. Et donc, investir assez de fonds pour que les militaires aient, à ces jours, des armes, certes conventionnelles, mais de qualité. Aujourd'hui, il faudrait, à tous les niveaux, puisque le mal qui ronge notre armée est profond. Aujourd'hui, il faut récomposer cette armée-là, recruter. Le problème avec les recrutements, c'est que le président également dans son programme dit qu'il vise également la création d'emplois. Aujourd'hui, l'armée, plusieurs jeunes peuvent aller. Mais qu'est-ce qui pose problème? Déjà, les militaires ne sont pas assez bien payés. Aujourd'hui, ceux-là qui nous poussent à aller vers l'armée, des gens Pierre Bemba et les autres, aujourd'hui, leurs fils roulent ailleurs, font de bêtises aux USA, en France et ailleurs. Et donc, le secteur sécuritaire, aujourd'hui, étant un pilier qui est important pour restaurer la paix. Mais également, on ne cessera jamais de le dire, que l'on doit également s'appuyer sur la création d'emplois. Le président avait dans son pilier, création d'emplois plus viser les secteurs miniers. Aujourd'hui, au lieu de vouloir vendre nos minéraux, ça et là, aujourd'hui, l'on peut créer des industries ici en RDC pour transformer nos matières ici au pays et puis les exporter. Et donc là, ce sont des piliers essentiels que les parlementaires doivent s'asseoir pour discuter sur la création d'emplois, mais également sur les conditions de vie du peuple congolais. Très bien. Cher estimé Joël Nomba, vous avez également la même question, parce que les représentants du peuple doivent tout faire pour donner à cette population qui vit aujourd'hui dans la misère. Nous avons évoqué tout à l'heure les cas de la sécurité, les cas des embouteillages, par exemple, dans la ville de Kinshasa, l'impraticabilité des routes. Et donc, qu'est-ce qui doit être comme les centres du travail parlementaire pour cette session? Alors, cher Cédric, toujours dans cette même perspective, comme nous le savons tous, que chaque parlementaire a pour mission légiférer et contrôler le gouvernement. Exact. Et donc, nous n'allons pas nous laisser distraire par cette manœuvre rocailleuse, claudiquant du député qui veut aujourd'hui emballer toute une nation dans sa distraction, alors que l'État a beaucoup de besoins. Aujourd'hui, nous sommes un pays qui fait face à une guerre imposée de manière injuste. Parce que, voilà, nous avons des ressources naturelles vraiment riches. Voilà pourquoi nous sommes combattus chaque jour. Aujourd'hui, le travail que devrait faire notre Assemblée nationale devrait en principe convoquer d'abord tout le ministère ou encore tous les responsables des ministères qui peuvent justement mettre la population en confiance, notamment le ministère de l'Intérieur et aussi le ministère de la Défense. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous vous parlons chez Cédric, je reviens toujours à ces mêmes problématiques qui gangrènent les habitants du Grand Bandundu et aussi du Maïndombe. Aujourd'hui, pour passer de Bandundu à Maïndombe chez Cédric, vous avez le choix soit d'être décapité ou de laisser le téléphone et tout ce que vous avez comme argent. Mais c'est un problème sérieux. C'est un problème où les députés... Mais tout récemment, le VPM de l'Intérieur était là. Cher Cédric, il n'y a pas de solution. Le VPM est parti, mais en termes de fiction, mais où sont justement après son dos, il y a eu des gens qui ont été cambriolés, on a ravu des téléphones, il y a eu aussi des personnes qui ont été décapitées justement après son dos. On devrait en principe voir après son dos une solution, ça veut dire
une population qui commencera à circuler en toute liberté, en toute sécurité. Mais aujourd'hui, dans notre Congo, il y a des provinces qui n'ont pas de policiers. La présence policière est un problème sérieux. Partez dans le Chikapa, sur notre frontière entre nous et l'Angola. Papa, il n'y a pas la police congolaise, ni encore moins le FARDC. Ils ne sont pas là. Basate. Donc ça, c'est un problème. Mais que font ces députés? Les députés, pour lui, l'important, c'est de mettre la pression sur Vital Kamerhe, afin que le Vital Kamerhe puisse se battre pour eux, puis qu'ils puissent encore voyager en toute tranquillité. Mais dites-moi un peu, les gens qui sont à Kamako, qui sont dans les frontières entre l'Angola et Kananga, et Chikapa également. Mais il n'y a pas de policiers, ni encore moins de FARDC. Mais que fait les députés? Dans la mission de contrôler le gouvernement, ces députés devraient en principe adresser une question orale avec débat au ministre de l'Intérieur, également ministre de la Défense. Mais lui n'a pas fait cela. Lui, pour lui, l'important, c'est d'abord ses intérêts. C'est ça le problème au Congo. Au Congo, le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des députés qui ne savent pas leur mission. Nous avons des députés qui ne savent pas qu'ils représentent la population. En principe, vous devriez prendre d'abord les intérêts de vos familles, mettre dans vos poches, mais plutôt mettre les intérêts de la population sur la table, vous battre pour la population. Malheureusement, nous avons des personnes qui mettent également les intérêts de leur famille d'abord en avant, se battre pour leur famille, se battre pour leur deuxième bureau, alors que la population qui tu représentes au sein de l'Assemblée nationale, vous les avez jetés dans des oubliettes. Également, aujourd'hui, je lance un message à la jeunesse congolaise qui va voter en 2028 de ne plus faire confiance à n'importe qui comme député. Parce que le député, d'abord, doit savoir sa mission. Aujourd'hui, la grande majorité de nos députés, chers Africains, je le dis haut et fort, ne savent pas la mission d'un député. Et je doute fort. Aujourd'hui, si je prends le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale, je donne aux députés. Aucun député ne me citera, ne fût-ce que 5 dispositions dans ce règlement que lui connaît, que lui peut interpréter de manière explicite. Merci beaucoup. On finit avec cher Estemel Yalila sur cette question. Le travail des parlementaires, il est ça. Ils sont là pour représenter le peuple. On en a évoqué quelques volets ici. Mais aujourd'hui, face à la crise sécuritaire qui est juste en face de nous, quel doit être le travail de l'Assemblée nationale au retour de la rentrée parlementaire? Effectivement, l'acte qui avait pris mes dévancés les plus immédiats, au niveau d'ailleurs de la crise, c'est ça l'objet de votre question. L'État n'existe pas. Il n'existe qu'une constellation des services publics. Il n'existe qu'une systémique stratifiée, structurée des services publics. Une coopération des services publics. Daniel Mbaoussoukissa. Alors, dans cette perspective, les services publics, l'expression fonctionnelle d'un service public, c'est les ministères. Les ministères dont on fait référence ici, c'est les ministères chapeautés par les ministres de la Défense, les ministères de la Défense. Là, on voit la protection de la souveraineté étatique, la souveraineté de l'État. Et dans l'État, les ministères de l'Intérieur. Alors, le rôle des députés nationaux. Il y a un rapport de poids et de contrepoids entre les deux pouvoirs, les pouvoirs législatifs et les pouvoirs exécutifs. Mais ils doivent les contrôler. Lorsque vous avez un pouvoir exécutif qui va exprimer la volonté d'un peuple, la volonté d'une nation, d'un pays sur base du principe du volontarisme. Je fais référence à cette ministre des Affaires étrangères qui a vendu la souveraineté de l'État aux États-Unis. Vous partez avec toute légèreté signer des accords à caractère purement commercial qui n'a aucun effet. Alors voilà, car les parlementaires sont là, au lieu de s'occuper de la souveraineté de l'État, ils commencent à réfléchir sur comment remplir encore leur ventre. Et heureusement, la nature sait comment récompenser les gens qui font une politique du ventre, finissent toujours ballonnés, sur le plan biologique du terme. Il y a disproportionnalité entre les cerveaux et les ventres. Donc je reviens pour dire, ces personnes-là qui font une politique centrée sur leurs propres préoccupations doivent dégager. Voilà pourquoi nous qui sommes jeunes, en 2020, je suis candidat député. Ça dépendra, professeur national, je suis candidat député. Ainsi, vous allez vous rendre compte que c'est une jeunesse qui se réveille aujourd'hui, non pas comme une jeunesse liée sur une infériorité en termes d'âge, mais la jeunesse selon le général Marc Arthur. La jeunesse n'est pas une période de vie seulement, une qualité d'imagination.
On ne devient pas vieux pour avoir vécu un certain nombre d'années. Tout à fait. On devient vieux parce qu'on a déserté son idéal. Et notre idéal qui n'a pas encore été déserté, c'est créer une nation congolaise centrée sur l'harmonie, centrée sur le développement économique, et j'en passe. Très bien, cher estimé, les temps nous pressent, nous sommes obligés d'arrêter ici parce qu'il y a un programme tout juste après nous. Mais sinon, je dis merci à tous ceux qui nous ont suivis. Je reviens sur les thèmes. Nous avons parlé justement des caméras qui sont visées par des motions les motions de censure, si je m'abuse. Ce sont des motions de défiance ou des censures? C'est motions des pétitions. Des pétitions, voilà. plutôt. Par des pétitions. Et on se pose la question s'il s'agit d'une pratique motion nourricière. Parce qu'on connaît déjà comment ça se passe à l'Assemblée nationale. Et donc, je dis merci à Marius Moubalama d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi à l'invitation, cher estimé Baron. Merci à Lialila Baenasi. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Et merci à Gislain Mpamongo. Et un réel plaisir aussi. Merci à Joël Nomba. Merci à tous ceux qui nous ont suivis de partout. Et merci à la technique de nous avoir assuré ce bon moment. Et on se retrouve justement mercredi pour un nouveau numéro. Bye bye.